Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs travaux sont en cours au Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, autant à La Sarre qu'à Macamic. Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur général du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, M. Paul Fortin. M. Fortin, bonsoir. Bonsoir. M. Fortin, les gens ont été à même de constater depuis plusieurs mois. À La Sarre, surtout, il y a eu de gros travaux qui s'est fait à l'hôpital à La Sarre. Il y en a encore qui se font parce que ce n'est pas terminé. Il y en a qui se sont faits à Macamic également. Il y en a d'autres qui vont se faire. Et il y a également des travaux de très grande envergure qui s'en viennent à Macamic, qui ne sont peut-être pas au moment où l'on se parle officiels, sauf que c'est officieux. On va en parler, parce que les gens se disent très souvent, ils sont tout le temps, ils changent, ils défoncent un mur, mais chaque travail qui se fait là est pensé d'une façon stratégique et ce n'est pas fait pour dire on jette un mur à terre parce qu'on va agrandir un peu. Tout est planifié et très bien planifié. Alors, M. Fortin, si on abordait là, en tout premier lieu le fameux PFT, le plan fonctionnel technique, c'est quoi exactement le PFT? Le plan fonctionnel technique, le plus gros, en tout cas pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est celui qui vise notre centre d'hébergement à Macamic. OK. C'est un projet d'ampleur, c'est un projet qui est tout près de 15 millions de dollars. Oui, exactement. Là. Oui. Ce projet-là nous permettra d'offrir aux clientèles qui résident dans ce CHSLD-là des chambres privées. C'est vraiment la rénovation totale du 2e et du 3e étage du centre d'hébergement. Pour pouvoir permettre à nos clientèles hébergées d'avoir un milieu de vie où ils pourront vivre avec plus de dignité dans leur espace de vie à eux. Mm-hmm. Et je pense le temps est révolu au niveau où on avait des chambres de 4. Parce que je suis ici depuis 30 ans. Oui, exactement. J'ai commencé ici à Macamic au CHSLD. Écoutez, c'était des chambres de 4. Oui. Mais c'était pas... Les clientèles étaient plus mobiles. Aujourd'hui, on a des clientèles qui ont des besoins spécifiques et particuliers, autant pour leur sécurité que pour la sécurité du personnel. Il faut revoir les espaces physiques. Fait, c'est un gros projet, c'est un projet qui peut s'échelonner jusqu'à sur 3 ans. Exactement, parce que là, on prend 2 étages complets et on les refait. Oui. Fait que c'est énorme comme projet. Comment, M. Fortin, on sait que la population est vieillissante, on l'a dit, chez nous, on n'est pas exempt de ça non plus. Moi, j'aimerais, là, avec vous, qu'on aborde, si c'est possible, le plan de cette structure intérieure à venir. En ce sens que moi, j'aimerais ça que je vais vous demander, là, tout bonnement, comment on en vient là? Parce que moi, j'en suis un qui a travaillé déjà là il y a quelques années passées. Vous êtes là depuis 30 ans et plus. Bon, on sait comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui et comment ce sera pour le futur. Ouais. Vous allez l'expliquer tantôt, mais c'était, comme on disait, des chambres à 4 lits, des chambres à 2 lits. Ouais. Il n'y avait pas, ou à peu près pas, de chambres privées. Très peu. Bon. Comment, M. Fortin, là, on en vient là, un bon matin, là, on se dit, il faut faire une planification intérieure autre que celle qui est en place depuis 1950, disons, ou environ, là. Okay? Comment on en vient là? Est-ce que ce sont des études qui sont faites que, comme on disait, la population est vieillissante, il faut agir autrement? Comment, là, on en vient? Depuis combien de temps environ vous avez, je dis vous, mais votre équipe, avait pensé faire une structure nouvelle à l'intérieur de ce centre hospitalier? Ça fait longtemps qu'on en parlait, mais écoutez, là, 6 ans, 7 ans, on a eu une annonce ministérielle, une enveloppe de 6 millions pour améliorer le milieu de vie des résidents à Macamic. Justement, parce que c'était plus adapté en termes de... mieux, en tout cas, respecter cette dignité et permettre aux gens de vivre dans des espaces adéquats. Et permettre à notre personnel aussi d'œuvrer dans des espaces adéquats. Parce que mobiliser un client, ça nous prend de l'espace. Oui. 4 clients dans une chambre, c'était plus adéquat. Fait qu'on est parti de cette enveloppe-là et on a commencé à faire des travaux en disant, mais à quoi ça pourrait ressembler des chambres privées? C'est 69 chambres privées.
on ne diminuerait pas le nombre de clients à McCamick, c'est ça qu'il faut comprendre. Ah, OK, ça c'est avec tout ce qu'on c'est important. Oui. Avec tout ce qu'on veut faire au niveau du deuxième et du troisième étage, parce qu'une partie du plancher de la chapelle qu'on pourrait améliorer, parce que c'est des étages, le premier, deuxième étage couvrent, en tout cas, c'est très gros comme étage. Oui. Fait qu'on pourrait regagner de l'espace là, des chambres privées sur chaque département, rapprocher nos chambres des salariums. Présentement, vous savez qu'à McCamick, on a des chambres qui sont sur le bord de la fenêtre du côté du lac, mais du côté de la façade, on a la cure. Oui, exactement. Et cette cure-là empêche le client d'avoir accès directement à la vision extérieure. Oui. Fait que là, ce qu'on ferait, on met tout à terre et on reconstruit, en tout cas, les unités. Est-ce que ça veut dire que les cures n'existeraient plus? La fenestration des cures va exister, améliorée, parce qu'on va changer aussi la fenestration en avant de l'établissement, en tout cas du premier, deuxième et troisième étage. La fenestration qui est touchée. Et par contre, les clients auraient accès à une vue extérieure en temps réel. Parce que le niveau de mobilité de notre clientèle a changé. Avant ça, nos clients pouvaient utiliser la cure pour se faire des petits salons et se faire autre chose, mais là, c'est plus le cas. Je pense que c'est important aussi de permettre à ces usagers-là d'avoir accès à cette qualité-là. Et ça va nous permettre justement, c'est 69 chambres qu'on ferait, deuxième et troisième étage, mais aussi plus de chambres à 4 et au A3 ou semi-privées, en tout cas sur ces deux départements-là. Au quatrième étage, on se rappellera que ce sont des chambres privées, mais là, tout le bâtiment, en tout cas pour les clientèles qui sont hébergées, aurait accès à cette amélioration du milieu de vie. Mais, M. Fortin, moi, là, parce que je sais de quoi vous parlez, parce que, même étant étudiant, je travaillais là, au centre hospitalier, je sais exactement la structure interne, je la connais. Mais quand vous me dites ça, là, ce sont des travaux immenses, d'envergure énorme. Ouais. C'est des gros travaux. Écoutez, on parle de 15 millions. Hein. C'est pas... on ne fait pas seulement rénover un plancher, là. C'est vraiment des gros travaux et ça va s'échelonner sur quelques années. Mais par contre, on a prévu justement pour empêcher la clientèle de vivre trop de désagréments, on va y aller par partie. OK. On ne viendra pas les deux étages en même temps, on va y aller par partie. Il y a des clientèles qu'on va devoir déplacer dans des endroits appropriés aussi pour pouvoir continuer à donner des services adéquats. Écoutez, les familles seront sollicitées, les clients seront sollicités, ça va se faire en tout cas dans les règles de l'art. Mais moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que ça fait 7 ans. On veut offrir à nos usagers qui sont hébergés à McCamick un milieu de vie adéquat. Leur permettant de vivre en tout ce qu'ils ont à vivre dans leur espace de vie privé. Moi, ce qui est important, c'est que, étant donné que tout le dossier, on a cheminé vers les plans initiaux, on a envoyé, en tout cas, on a travaillé, en tout cas, nos avis de conformité aussi avec l'agence régionale. L'agence régionale était avec nous dans le dossier. C'était transféré vers l'ancienne Corporation d'hébergement du Québec, aujourd'hui devenue la SIC. Et les travaux sont réalisés pour évaluer évaluer les coûts pour justement en arriver à avoir un budget adéquat pour faire la rénovation majeure qu'on veut faire. Présentement, notre dossier est rendu au Conseil du Trésor et on attend la réponse favorable d'une annonce de 15 millions d'investissements sur le territoire pour pouvoir faire ce projet d'envergure à McCamick. C'est sûr qu'on ne fait pas ça dans 5-6 mois, 7 mois. Là, on parle de 3 ans peut-être, une possibilité de 3. Au niveau pour la rénovation, oui, moi, je vous dis 3 ans. 3 ans, oui. OK, parce qu'on ne peut pas faire ça là, du jour au lendemain. Moi, il y a une chose, je me place dans l'usager, là. Est-ce que, M. Fortin, parce qu'on sait qu'il y a dans le cas, une chambre, certain, peut-être qu'il y en a plus aujourd'hui, parce que ça fait quand même quelques années, mais il y avait une chambre qui servait, là, autrement dit, je ne sais pas si je m'exprime bien en disant, qui servait à mourir dans la dignité. OK? Et j'ai un proche qui est décédé, là, du cancer. Sa sœur, ses 2 sœurs l'ont accompagné jusqu'à la fin, était avec cette personne-là 24 heures par jour. J'ai trouvé ça, moi, tellement humain. Et il faut pas avoir peur des mots, là. Tellement humain. Cette personne-là savait là, qu'elle entrait dans cette chambre-là puis que c'était fini, là, parce qu'elle était atteinte de cancer. Oui. C'était fini. Mais elle a pu vivre avec ses 2 sœurs pendant presque une semaine,
Puis, ces deux sœurs ont été reçues, là, mais d'une façon extraordinaire par le personnel. On sentait, là, qu'il y avait un tout, là, qui était extraordinaire. Est-ce que on va en venir à ça quand les travaux seront terminés? Là, peut-être que ma question est vague un peu, mais je sais exactement, vous savez ce que je veux dire. Oui. En tout cas, d'entrée juste, ce que j'aimerais dire, c'est vrai qu'on a des gens dévoués qui travaillent c'est extraordinaire. Dans notre centre de extraordinaire, santé. Oui, Et Signons-là, en hébergement, c'est particulier aussi. Écoutez, là, c'est un milieu de vie. Les gens sont là. On a une présence 24 heures sur 24. Le fait d'avoir des chambres privées va nous permettre d'avoir une approche beaucoup plus intime, dans le respect de la dignité du client. Ça, mais les aurores boréales ont dans son plan stratégique, qu'on s'est parlé à la dernière émission, dans son plan stratégique, la possibilité de développer 4 chambres en soins palliatifs. Au moment où on se parle, on a 3 de réalisés, qui permet justement, c'est des chambres qu'on a rénovées, des grandes chambres qu'on a rénovées, qu'on a meublées, pour permettre justement à l'usager et à sa famille de vivre ce moment qui est privilégié-là, avec entière dignité, dans un espace qui leur est propre, personnel, et qui peuvent justement trouver le repos et le calme, en tout cas, avec leurs proches. Puis la personne peut vivre aussi, en tout cas, comme elle le veut. Ça, c'est une volonté du réseau, en tout cas, d'aller plus loin dans cette approche-là. On est en formation encore plus intense auprès de notre personnel et soyez assurés que ça nous tient énormément à cœur de poursuivre à donner des services d'aussi grande qualité aux clients qui vivent sans mourir. C'est une phase de la vie. C'est une phase, exactement. Puis quand on parle de phase terminale, il faut que, je le dis souvent, il ne faut pas avoir peur des mots. Quand on s'en va dans un réseau de même, assez souvent, c'est pour y finir ses jours. Quand on parle d'ici à Macamic surtout, il ne faut pas avoir peur des mots. Puis moi, je veux en revenir à une chose que vous avez soulevé, un petit point qui est très important, M. Fortin, c'est le personnel. Le personnel, on a à le côtoyer, puis c'est vrai, c'est pas facile pour eux autres, on l'a toujours dit dans le domaine de la santé, c'est difficile, les heures sont longues, on demande aux employés de faire du surtemps parce que souvent on manque de personnel, puis c'est vrai que le personnel, moi, chapeau. Comme je vais vous dire, c'est du personnel dévoué qui offre des services de très grande qualité. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Non. On ne leur dit pas souvent, on ne se côtoie pas régulièrement. Mais moi, je peux vous dire, je me considère comme étant un directeur général qui est près de sa population, mais aussi près de ses employés. Mais je peux vous dire, je vois au quotidien les travaux, ce qui se réalise comme travail. Et je leur lève mon chapeau. Ça, c'est... Monsieur Fortin, on est aujourd'hui le 25 octobre. Le dossier de Macamic est au Conseil du Trésor au moment où l'on se parle. Je ne veux pas faire aucune politique, là, du tout. Sauf qu'on peut ouvrir une parenthèse que maintenant, dans notre comté d'Abitibi-Ouest, on a un ministre qui est là et on a un vice-premier ministre. Je pense que c'est assez important, c'est assez pesant au gouvernement. Sans faire de politique, ça ne nuira certainement pas. En tout cas, moi, je pense que tout ce qui peut nous aider comme centre de santé à avoir accès à cette enveloppe budgétaire-là pour nous permettre de rénover notre centre d'hébergement sera le bienvenu. Monsieur Fortin, on l'a dit, on est fin octobre, le dossier est rendu là, à sa phase terminale, si on peut employer cette expression-là. Peut-être une question comme ça. Quand le réseau espère avoir une réponse? C'est sûr que c'est le plus vite possible. On dirait demain matin, je serais très content. D'après vous, est-ce que ce sera en 2012? J'espère que ce sera en 2012 pour nous permettre justement de continuer à aller de l'avant dans ce dossier-là. Et écoutez, nos gens ont besoin d'un espace de vie qui va leur permettre justement d'avoir ce milieu intime-là, comme à l'instar des autres centres de la région ou des autres centres de la province. On voit beaucoup, ça pousse, des chambres privées dans nos centres d'hébergement institutionnel. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on ait la même part du gâteau que tout le monde. OK, exactement. On y a droit aussi. On parle de 69 unités. Oui. Bon, OK. Une question de même, M. Fortin. 69 unités à comparer à aujourd'hui, est-ce qu'il y aura réduction de personnel à ce moment-là? Du tout? Bon.
Écoutez, c'est pas visé de réduire le personnel. Le défi que le réseau a à faire au cours des prochaines années, c'est de répondre aux demandes ministérielles à l'égard des projets d'optimisation qu'on nous demande de réaliser, mais maintenir une offre de service de qualité et de sécuritaire. Ça, c'est notre gros défi. C'est évident qu'on revoit de façon continue l'offre de service et la manière de faire. C'est pour ça que des fois, l'an passé, lorsque je rencontrais le personnel, je leur disais, oui, on a un plan d'optimisation à réaliser, de 600 quelques mille. On aurait un autre l'an prochain. C'est ensemble qu'on va le faire, mais avant de toucher des gens, je vais toucher des murs. Exactement, c'est bien dit ça. Et le pourquoi que je vous ai posé cette question-là, parce que c'est sûr qu'on entend toutes sortes de choses, OK? Bon, ce projet-là est sorti officiellement dans les journaux, puis tout ça, puis tout de suite, on a dit, bon, ils font des chambres privées à la place des chambres de 4 ou de 2. C'est sûr que s'ils font des chambres privées, ça va être un seul patient. Ils n'auront pas besoin d'avoir 2, 3 auxiliaires ou peu importe. Alors, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Non. Parce que moi, je sais que je suis... on s'est fait dire, ben oui, mais il va avoir besoin bien moins que de personnel à ce moment-là. Non. Écoutez, on demeure 2e, 3e étage, ce sont des unités de vie pour les personnes qui sont hébergées de façon long terme. 4e étage, c'est la même affaire. On a 33 chambres au 4e étage. Au 1er étage, c'est l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive qui demeure, c'est une unité régionale en collaboration avec la Maison Rwanda. Et on a aussi notre programme de soins palliatifs, notre programme de convalescence qui est là. Ça fait que c'est... Fait que si on résume très vite, M. Fortin, là, c'est qu'on ne touche pas au 1er étage, c'est 2e et 3e, et le 4e reste comme il est là. Comme il est là. Très vite, il reste à peine 2 minutes, ça va tellement vite. Bloc opératoire à la SAR, c'était quoi le but? Le but du bloc opératoire, tantôt, je vous disais, avant de toucher des gens, je vais toucher des murs. Voilà. Le fait de prendre... Parce qu'on aurait amené, il y a 2 ans, au 1er étage à l'hôpital de la SAR, le département d'obstétrique et pédiatrie avec la médecine chirurgie. Ça a libéré les espaces au 2e étage, et soyez assurés, ce n'est pas des bureaux. On refait un bloc opératoire neuf pour améliorer l'accessibilité des services de notre population à ce service-là. On va avoir sur le même département la chirurgie d'un jour, la chirurgie avec hospitalisation, notre unité de stérilisation pour les appareils qu'on utilise, mais aussi tout ce qui s'appelle la chirurgie endoscopique ou l'endoscopie digestive, la gastroscopie. Ça va se faire sur ce département-là. On va revoir aussi les salles d'attente et on va revoir aussi tout le continuum de services pour permettre aux patients de circuler à l'intérieur de ce service-là, en fonction de son besoin, sans délai indu, mais en recevant à la fin, il aura reçu le service qu'il a de besoin. Ça nous permet des zones d'optimisation aussi. Quand on dit utiliser la ressource dans le maximum de ses compétences, c'est tout ça que ça veut dire. Ça va nous aider peut-être à faire face aux défis que je vous disais tantôt par rapport pensé, rien n'est fait à l'improviste, absolument pas. Non. Alors, tout est bien pensé. Monsieur Fortin, merci là, ça éclaire vraiment. Et puis, la prochaine fois que je vais vous recevoir, si vous allez venir nous annoncer qu'officiellement, ces travaux-là à Macamic vont se faire. Ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Fortin, puis je vous félicite pour l'excellent travail que vous faites dans ce réseau. Merci. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient. Restez avec nous. Encore cette année, les petits monstres vont envahir les rues des villes et des villages, surtout dans notre coin à nous autres, en Abitibi-Ouest et partout aussi, en Abitibi-Témiscamingue. Alors, des conseils sont sûrement les bienvenus. Et qui de mieux placé pour nous en donner que la Sûreté du Québec? Alors, avec grand plaisir, je reçois le sergent de la Sûreté du Québec dans la MRC d'Abitibi-Ouest, le sergent Marc Tanguay. Marc Tanguay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Je ne dirais pas ce qu'on s'est dit avant d'entrer en ondes, mais disons que ça me fait grand plaisir de recevoir Marc. Ça fait très longtemps qu'il n'était pas venu à cette émission, puis c'est toujours un grand plaisir et un grand honneur de recevoir un sergent. Mon Dieu, ça fait tellement plaisir. Merci, Marc. Bon, là, il y a une chose, on va faire une mise au point. Là. On va parler surtout de Abitibi-Ouest, là, parce que c'est notre secteur à nous autres ici. Il y en a qui vont passer l'Halloween le 27 octobre et d'autres le 31. Exact. Alors, le 27 octobre, si ma mémoire est fidèle, il y a seulement Macamic. Oui, Macamic passe le 27 octobre. Le 27 octobre. Et toutes les autres villes et villages, peu importe, c'est le 31 octobre. Ça, c'est une mise au point. La MRC passe le 31 octobre, entre 16h30 et 20h30.
Une chose, Sergent, c'est que si Macamic est le 27 octobre, il y aura sûrement une collaboration de la SQ aussi à Macamic, même si c'est le 27 octobre. Oui, on va essayer d'assurer une présence de la même façon. Par contre, l'opération Citrouille, comme on appelle ça à la Sûreté du Québec, se déroule le 31. Mais on devrait être bon pour assurer la sécurité des petits-enfants le soir du 27. Bon, puis on sait aussi qu'il y a quand même, à Macamic, il y a les pompiers aussi. Oui, puis, plusieurs personnes. Sergent Tanguay, le but de cette émission-là, c'est de donner des conseils aux parents et aux jeunes. Parce que les parents s'impliquent beaucoup habituellement. Fait que c'est bon aussi de conseiller les parents, mais aussi de conseiller les jeunes. Quels sont les principaux conseils que la Sûreté du Québec peut donner à ces jeunes-là lorsqu'ils vont passer à l'Halloween? Bien, nous, on suggère de faire ça en 2 phases. C'est la préparation et puis durant la soirée. En fait, préparation, on peut parler des costumes, au niveau des costumes. D'avoir des costumes courts pour éviter de trébucher, éviter de tomber. Parce que à force de se déplacer, les costumes bougent, puis c'est dangereux. Ensuite, au niveau des costumes, toujours, c'est d'avoir des couleurs voyantes. Être visible le soir de l'Halloween, parce qu'on s'entend qu'il va faire tôt, il va faire noir assez tôt. Donc, il faut être visible. Et puis, essayer d'avoir des parties de notre costume de couleur fluorescente. Ça, c'est important. Oui, ça. Avec les véhicules, tout ce qui est de lumière, qu'on puisse les voir facilement. Ça, c'est au niveau des costumes. Ensuite, au niveau du maquillage, masque, ces choses-là, nous, on conseille de porter du maquillage au lieu des masques. Premièrement, côté vision, c'est beaucoup plus facile à voir. Et l'acuité visuelle est de beaucoup meilleure. Ensuite de ça aussi, au niveau souvent les masques recouvrent les oreilles des jeunes enfants pour éviter justement de ne pas entendre certains bruits, certains véhicules qui se promènent ou quelque chose du genre. On suggère du maquillage. Ensuite de ça, nous, on suggère aussi d'être voyant, de traîner avec eux une lampe de poche. Oui, ça, c'est important, parce qu'en fin de compte, comme vous le dites si bien, il va faire noir. Exactement. C'est sûr. Fait que c'est important pour leur visibilité à eux autres, parce que ça passe un peu partout, là, sur les pelouses ou peu importe. Exactement. Alors, c'est bon de... Lampe de poche, puis l'allumer. Ben oui, c'est possible, oui. Ça va servir beaucoup plus d'être allumé. Parce que la parure, là, ça marche pas. Exactement, ça sera pas bon ce soir-là. Ça sera pas bon. Puis un dernier conseil qu'on donne aux parents et aux jeunes, c'est de donner, si les petits-enfants qui sont un petit peu plus vieux la passent seuls, l'Halloween, de donner le trajet à leurs parents. Quelle rue qu'ils vont faire, quel secteur qu'ils vont faire. Et puis, de même, la préparation va être pas mal faite. La sécurité devrait être assurée au niveau de la préparation comme ça. Puis aussi, durant le trajet. Durant le trajet, il y a des choses qu'il faut faire aussi. Et puis, c'est important que les enfants, lorsqu'ils vont se promener, qu'ils respectent la signalisation, les endroits où traverser les rues. Exactement. C'est très important. Parce que souvent, on s'en va un petit peu là, en zigzag, là, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il faut prendre en considération qu'il y a beaucoup de véhicules ce soir-là dans les municipalités, donc pour éviter le chaos, si on peut dire ainsi, là, mais que les jeunes suivent la signalisation. Moi, là, il y a une chose, Sergent Tanguay, qui, je pense, est très importante et malheureusement, on en voit à chaque année. On parle de vitesse. Pourquoi, là, moi, je voudrais que les gens soient sensibilisés, ceux qui ont affaire à passer dans une rue donnée. Mettons, une personne accompagne pas, là, des petits Halloween, là. Il s'en va chez eux, OK? S'il vous plaît, diminuez la vitesse, parce qu'il peut vous sortir un enfant, là, ça serait... Puis à chaque année, moi j'en vois dans la rue chez nous, je me dis, aïe, qu'est-ce qu'il fait là? Regarde ça, il y a des jeunes là, dans la rue. Parce que les jeunes, ce soir-là, sont tellement excités, là, moi je parle des petits bouts, là, 3, 4, 5 ans, 6 ans, là, ça court partout. Exactement. Soyez prudents, s'il vous plaît. Les automobilistes aussi ont une part de responsabilité. Énorme, Il faut qu'ils soient conscients qu'il y a beaucoup de va-et-vient dans les rues de nos villes et nos villages, puis c'est très important. Puis à chaque année, malgré notre forte présence, c'est pour ça qu'on centralise nos efforts lors de l'opération Citrouille en une journée. On met le plus d'effectifs possible, justement dans le but d'éviter toute situation tragique qui peut arriver. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup de monde qui travaille ce soir-là.
pour assurer la sécurité des jeunes qui se promènent dans nos rues. Puis les automobilistes, ben c'est sûr qu'il faudrait qu'ils collaborent avec la situation. Avant qu'il arrive un malheur, parce que il peut vous sortir un enfant, là, doit être en plein milieu de la rue, là, puis si vous roulez, et ils disent, ben oui, mais c'est 50 km, mais regarde, à ce soir-là, de rouler 20 km, s'il vous plaît. Là, puis malheureusement, toutes les années, il y a des situations qu'on déplore, puis que parfois qu'on réussit à prévenir par nos interventions, mais à chaque année, il y a des situations qu'on déplore. Malheureusement. Oui. Conseil aux jeunes, Sergent Tanguay, ne pas rentrer dans les maisons. Exactement. Ne pas rentrer dans les maisons, ça c'est primordial, surtout dans les maisons où on ne connaît pas les gens. Si c'est des inconnus, puis la maison est recevante, je veux dire, par là, les lumières sont allumées, la décoration est présente, tout ça. Il n'y a rien qui nous empêche d'y aller. Par contre, ne jamais rentrer dans les maisons. On ne sait pas à qui qu'on a affaire dans bien des cas. Pour éviter toute situation, on reste dehors, on ne rentre pas dans les maisons des gens, surtout qu'on ne connaît pas. Exactement, parce qu'il y en a qui peuvent, entre parenthèses, profiter de ce moment-là. Viens, rentre, je vais te donner des bonbons. C'est le meilleur moment. Si possible, ne pas entrer. Ne pas passer seul non plus. Ça aussi, c'est important. C'est ça. Pour les plus jeunes, passer avec les parents ou des personnes majeures. Ou si les parents ou des personnes majeures ne sont pas là, en groupe. Exactement. Si on passe en groupe, il y a plus de personnes qui sont présentes, puis ça évite des situations. Sergent Tanguay, informer, signaler tout geste incorrect, que ce soit un pompier, que ce soit une autopatrouille qui est là, qui passe, hey, à telle maison, moi, j'ai, tu sais, là, ne pas avoir peur de dénoncer des gestes qui seraient incorrects. Exactement. Nous autres, on prend ça très sérieux. Toute allégation, nous autres, on va l'enquêter, on va la vérifier, on va faire notre travail parce que c'est important. Une chose importante aussi, je pense, Sergent Tanguay, c'est les jeunes pas d'entrer, mais d'aller frapper à la porte des maisons qui sont décorées. Ça, quand les maisons sont décorées, c'est parce qu'on est prêt à recevoir des petits Halloween, comme on dit. Exact. Et puis, mais quand c'est fermé, les rideaux sont fermés, les lumières sont fermées, puis il n'y a pas de... Ça veut dire qu'ils ne veulent pas vous voir. Autrement dit, n'allez pas frapper là pour rien. Exactement. On conseille aux jeunes, comme je disais tantôt, d'aller aux maisons décorées, aux maisons où les lumières sont allumées, où il y a des gens là, qui font signe, qui sont prêts à les recevoir, effectivement. Vous avez bien raison. Puis surtout, être visible, on le dira jamais assez. Ne pas traverser les rues en courant aussi. Puis encore une fois, puis je n'insisterai jamais assez, puis je suis certain aussi que le sergent Tanguay est bien d'accord avec moi. Aux usagers de la route à ce moment-là, s'il vous plaît, diminuez de vitesse. Il y a des petits monstres partout dans toutes les rues. Fait que avant qu'il vous arrive quelque chose de vraiment malencontreux, on vous demande, s'il vous plaît, vous avez le droit de rouler 50 km en ville, mais ce soir-là, roulez donc 15-20 km, s'il vous plaît. C'est parce que... Et une chose, lors du retour à la maison, montrez à ses parents la collecte. Oui, très important. Très important que les parents ou les personnes en autorité vérifient la récolte de bonbons, de fruits, peu importe, pour s'assurer que tout est conforme, que tout est bon, pour que la sécurité, encore une fois, j'en reviens encore là-dessus, mais on fait ça juste pour la sécurité des enfants, pour s'assurer que tout se passe bien puis qu'on ait une belle fête de l'Halloween le 31 au soir. Sergent Marc Tanguay, merci infiniment de vos conseils, puis je suis certain que les jeunes vont vous écouter, j'en suis persuadé, et surtout, n'ayez pas peur s'il y a quelque chose qui vous chicote un peu. Les agents de la Sûreté du Québec seront là, les pompiers dans différents endroits seront là aussi. N'ayez pas peur de les arrêter puis de dire des choses incorrectes qui auraient pu vous arriver. Il ne faut pas se gêner du tout. Il ne faut pas se gêner, c'est très important. Sergent Tanguay, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une autre émission d'Info 9. Au revoir.